Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont Neuf, Sorge Chalandon pour son livre Enfant de salaud, paru aux éditions Grasset. Sorge Chalandon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il m'aura fallu des années pour l'apprendre et une vie entière pour en comprendre le sens. Pendant la guerre, mon père avait été du mauvais côté. Votre père a été du mauvais côté et c'est votre grand-père qui va vous l'apprendre. C'est-à-dire que mon père m'a toujours raconté, lorsque j'étais enfant, ses exploits de résistant. Mon père avait résisté. Et moi, j'étais tout petit et j'étais très heureux de l'apprendre. Mon lycée à Lyon s'appelait le lycée Jean Moulin. Donc, mon père m'a dit qu'il avait été très proche de Jean Moulin à Lyon pendant la guerre. Moi, je suis jeune, j'ai la bouche ouverte, j'écoute mon père et je crois mon père. Sauf que son père, mon grand-père, il en avait assez que je lui raconte les histoires de guerre de mon père. Et un jour, il m'a dit 3 choses qui m'ont saisi jusqu'à la fin de sa propre vie, la fin de la vie de mon père. La première, c'est ton père était du mauvais côté. La deuxième, c'est nous étions à Lyon. Nous sommes de Lyon. J'ai vu ton père habillé en allemand à Lyon, place Bellecour. Et alors que mon grand-père me disait tout ça, ma grand-mère dit « Arrête d'embêter le petit avec ça ». Et c'est là où mon grand-père prononce cette phrase « Il faut qu'il le sache, maintenant il a l'âge, c'est un enfant de salaud ». Et dans une conversation avec votre père, vous apprenez quand même qu'il a fait partie de la division Charlemagne, qu'il a combattu contre les soviétiques. Vous avez 31 ans quand vous apprenez que votre père a été SS. Alors, il ment encore. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toute sa guerre, il l'a menti. Toute sa guerre, il me l'a raconté en mentant. Et donc, il me racontait qu'il était avec Jean Moulin, etc. Et vers la fin de sa vie, il dit, il faut que je te dise quand même la vraie vérité. La vérité, c'est que j'étais dans la Charlemagne, c'est que j'étais dans la Waffen-SS et que j'ai été l'un des derniers à défendre le bunker de Berlin en mai 45. Mensonge encore. C'est-à-dire que sur son lit de mort, une fois encore, il ment. Et une fois encore à son fils qui lui demande la vérité. Il ment juste avant de mourir. Et c'est comme ça que j'apprends, beaucoup plus tard, alors qu'il est déjà mort, j'apprends qu'il y a son dossier, en fait, qui dort, qui sommeille aux archives départementales du Nord, et ce dossier judiciaire existe. Et c'est en lisant ce dossier, en ouvrant ce dossier, alors qu'il est déjà mort, en ouvrant ce dossier, qu'est-ce que je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que, en fait, oui, il a été collabo, mais il a été aussi résistant. C'est-à-dire qu'il a tout fait. En fait, c'est un enfant qui a joué à la guerre. Il n'avait aucune idéologie. C'était pas un gaulliste, évidemment. C'était pas un communiste non plus. C'était pas un nazi non plus. C'est un gamin qui a joué à la guerre comme on joue aux cow-boys et aux indiens dans une cour d'école. Et il s'est retrouvé à porter 5 uniformes en 4 ans, dont effectivement l'uniforme allemand, mais pas l'uniforme de la Waffen-SS, mais un uniforme du NSKK. Il faisait la circulation à Lyon. Donc c'est une sorte de zébulon, de petit gamin qui va d'une armée à l'autre comme ça, et qui ne s'est pas fait prendre, et qui a été jugé à la Libération. Et le jugement a été extrêmement balancé, si je puis dire, puisque je suis là face à vous. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été exécuté dans la cour d'une caserne, mais le verdict a été relativement clément. Plutôt Pour clément. Quelle raison d'ailleurs? Alors, le verdict a été clément parce que c'est extrêmement important de s'en souvenir. C'est qu'en 1944 et 1945, quand les inspecteurs vous interrogeaient un collabo, leur problème était, est-ce qu'il a fait du mal à un Français ? Est-ce qu'il a touché à un Français? Et mon père n'était là, pas parce qu'il avait été habillé en allemand, pas parce qu'avec le NSKK, il avait été en Pologne et en Belgique, mais parce qu'il était rentré dans la Légion tricolore, qui était la Légion pétainiste. C'était la collaboration des Français qui rentraient dans un mouvement pétainiste pur. Il était jugé pour ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le problème juif ou la Shoah c'était pas présent du tout à l'époque. Donc, à l'époque, mon père aurait pu commettre des massacres en Biélorussie. Tant que c'était pas les Français, c'était pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'ils ont estimé? Ils ont estimé que ce gamin qui a eu de 18 à 22 ans pendant la guerre, voilà, il a été dans la Légion tricolore pétainiste, c'est vrai. Bon, il a été habillé en allemand, c'est vrai. Mais il a été aussi dans les maquis du Nord. Il s'est battu et c'est avéré par les témoignages, c'est vrai aussi.
Bon, bah, disons qu'il s'est un peu perdu et il y a eu des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que la seule question, c'était pas est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a tué des Juifs en Biélorussie? Est-ce qu'il a tué d'autres gens ailleurs? La seule question, c'est est-ce qu'il a fait du mal à un Français? Et quand on entend un Français, on entend un goy. Donc, et la réponse était non, apparemment, il n'a pas fait du mal à un Français. Donc, circonstances atténuantes. Et donc, vous allez vous atteler, vous allez faire une enquête pour débrouiller cette espèce d'écheveau, toutes ces poupées russes qui mélangeaient le résistant, le collabo, et tout va avoir un déclic et tout prend une tournure dramatique quand vous allez couvrir pour Libération le procès Barbie à Lyon, et que votre père demande à vous accompagner. Voilà, donc moi, quand mon père me demande à m'accompagner, donc nous sommes en mai 1987, je ne sais toujours pas la vérité, puisque est-ce que je suis un enfant de salaud, comme le disait mon grand-père? Est-ce que je suis un enfant de héros, comme lui le disait, parce qu'il donc Jean Moulin, la résistance? Et quand le procès Barbie s'ouvre, je ne sais pas qui il est encore, je le saurai après sa mort, et j'espère que, héros ou salaud, ce procès va le réveiller. Et tout d'un coup, et ce qui me bouleverse, c'est que chaque fois pendant ce procès, qui pour moi a été, je crois que ça a été le reportage le plus immense de ma vie de journaliste et l'expérience la plus immense de ma vie d'homme. Pendant tout ce procès, il est à l'inverse, ses réactions sont à l'inverse de celles du public. Quand une torturée vient nous parler de la torture, il hausse les épaules. Quand une déportée vient nous parler de la déportation, il sourit, il n'y croit pas, il n'en croit rien. Et donc brusquement, après chaque séance, on a une discussion, mon père et moi, et tout ce qu'il me dit, c'est « mais qu'est-ce que t'es naïf ?» Et j'ai bien aimé quand il a dit qu'il s'appelait non pas Klaus Barbie, mais Klaus Altmann. Il vous a tous eu lorsqu'il a dit ça. Et quand je le regardais là, je me disais... C'est-à-dire, lui, il est au fond de la salle. Lui, il est au fond de la salle. La presse, voilà. Et vous regardez les deux procès, en fait. Voilà, c'est-à-dire que je suis sans cesse... Les deux procès se brouillent. Voilà, je suis sans cesse en train de regarder le box de Barbie, qui est plein ou vide, selon s'il est là ou pas, et je suis sans cesse en train de me retourner pour voir quelles sont les réactions de mon père pendant ce procès. Et il n'y a que le seul moment où tout le monde s'est tu vraiment, où l'avocat de Barbie, Maître Vergès, s'est effondré derrière son bureau, et où mon père était comme un mourant, c'est-à-dire qu'il ne riait plus, c'est les enfants d'Isieux. C'est ce moment où la salle entière, y compris des gens comme mon père et comme l'avocat Jacques Vergès, l'avocat de Klaus Barbie, c'est comme si entrait quelque chose de sacré, absolument sacré, qui imposait le silence à tous. Vous allez d'ailleurs faire une visite à Isieux, oui. Et vous racontez cela, c'est très prenant parce qu'en même temps, vous découvrez qu'à Isieux, il y a la directrice qui n'est pas la même, enfin, tout se passe comme si c'était un autre quotidien. Voilà, on s'apercevait à peine que des drames avaient lieu dans ce lieu. C'est la nouvelle propriétaire qui était petite ouvrière au moment où la Gestapo est entrée à Isieux en 1944, mais maintenant elle est propriétaire. Puis je l'embarrasse un peu, quoi. C'est-à-dire que je viens lui parler des enfants d'Isieux, je viens voir où ils vivaient, je demande où étaient les dortoirs, parce que moi je touche beaucoup. Je touche la margelle du puits, je touche la rampe de l'escalier dans lequel ils jouaient. C'est-à-dire que vous ouvrez les tiroirs. J'ouvre les tiroirs, et c'est là où je découvre dans un pupitre d'enfant une petite ardoise avec écrit le mot pomme. Pomme écrit avec une écriture d'enfant. Donc, un enfant d'Isieux a écrit pomme. Je pense pas que ça puisse être Robert Boulka, parce qu'il n'avait que 4 ans. Ça peut être Sarah, ça peut être Théo, ça peut être Francis, ça peut être n'importe lequel de ces enfants qui a écrit le mot pomme. Et quand je montre ça à la dame, à la propriétaire, elle me dit « bah oui, il a écrit pomme ». Je dis « mais vous vous rendez compte, c'était l'un des enfants qui était ici, qui a écrit pomme et qui se croyait en sécurité, vous vous rendez compte de ça ?» Ah ben c'est monsieur, le temps a passé. Et le temps a passé. Et ce livre-là, c'était aussi pour dire non, le temps n'a pas passé. Et Alfred, et Sarah, et tous ces enfants, Mina, etc., pour moi, ils sont toujours là. Et je voulais, et c'est pour ça que j'ai mêlé le procès Barbie à mon père, au procès de mon père, je voulais que ces enfants lui barrent la route. Je voulais qu'il arrête de rire, je voulais qu'il arrête de sourire, et qu'il y ait ces 44 enfants devant lui qui lui barrent la route et qui lui tiennent tête. Parce qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'aujourd'hui, je ne le savais pas en écrivant ce livre, mais aujourd'hui, où des gens se promènent avec une étoile jaune dans la rue parce qu'ils refusent d'être vaccinés, je trouve que c'est bien de leur balancer les enfants d'Isieux dans la gueule.
Sorge Chalandon, ceux qui ont assisté, comme vous, au procès Barbie, vont retrouver l'atmosphère de ce procès dans ce livre. Personnellement, j'y étais aussi, et je me souvenais pas que Barbie avait quitté le procès au bout de 3 jours. Bien sûr. Ça m'a remémoré ces images-là. Il est parti tout simplement en disant « vous m'emmerdez, je m'en vais ». Alors c'est pire que ça. Je veux dire, il est parti en disant il y a erreur sur la personne. Je ne suis pas le Klaus Barbie dont vous parlez. Je suis un citoyen bolivien. Je m'appelle Klaus Altmann. Donc évidemment, là, tout de suite, on a su que sa présence dans le box empêcherait simplement les victimes de parler, de pleurer, de nous raconter, et que sa présence, en fait, dans le box, c'est étrange à dire, elle n'était pas nécessaire. Il fallait qu'il s'en aille pour que la douleur puisse... On l'a fait revenir quand même Bien pour sûr, le verdict. lorsqu'il y avait confrontation. Mais il fallait qu'il parte pour que la douleur s'exprime, pour que... C'était un procès murmuré, en fait, le procès Barbie. Les pires abominations ont été murmurées. Sa présence dans le box aurait fait que les gens, je pense, les personnes âgées auraient pleuré, il y aurait eu des brancards, il y aurait eu des civières. Mais là, le fait de son absence fait que les gens ont pu s'exprimer exactement comme ils le souhaitaient depuis tant d'années. Et dans ce procès, il y a des scènes que vous restituez. D'abord, la scène où, ça par contre, je m'en souvenais, que Klaus Barbie, pendant les premiers jours où il était là, il y avait le sourire permanent sur son visage. Oui. Et j'ai jamais réussi à décrypter ce sourire. Est-ce que c'était de la morgue? Est-ce que c'était pas du contentement? C'était en fait, c'était un homme qui, par son sourire, nous disait, mais vous avez la mauvaise personne entre les mains, vous jugez quelqu'un qui n'est pas moi, et je vous regarde. C'est comme si ce procès ne le concernait pas, en fait. Et c'était un sourire qui était extrêmement embarrassant pour moi, parce que mon père avait le même. Et de me retrouver avec le sourire de mon père dans le public et le sourire de Barbie dans le box, c'était extrêmement inquiétant. Et c'est là que j'ai compris que peut-être, oui, effectivement, j'étais un enfant de salaud. Alors vous dites que les journalistes se sont tous évaporés après le départ de Barbie, mais c'était pas seulement le départ de Barbie. Il y avait aussi, ça je m'en souviens, le début du Festival de Cannes, voilà. et tout le monde... Voilà, mais au moins les journalistes judiciaires, ceux dont c'était le métier, notamment étrangers, et je me souviens de cette phrase monstrueuse, maintenant que Barbie est partie, ce procès ne vaut plus rien. C'est-à-dire que c'est comme si la parole des victimes ne valait plus rien. Et ça, j'ai trouvé ça absolument dégueulasse, et j'ai bien aimé le rappeler, parce que Barbie comptait parce qu'il était l'auteur des faits, mais ce qui comptait, c'est que ces dernières voix fragiles allaient nous parler, allaient nous raconter, aller pleurer et aller... Moi, j'entends souvent le procès pour l'histoire, mais c'est un procès pour la justice aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste un procès de livre d'histoire, c'est un homme qu'on juge pour des faits précis. Les a-t-il commis? La réponse est oui. Et c'est un criminel contre l'humanité, il va aller en prison, il va mourir en prison, et c'est bien, mais pour ça, la différence entre Barbie et nous, la barbarie et nous, c'est qu'on a une justice, et il avait un avocat. Et tout ça, j'ai trouvé ça fondamental. Il fallait, j'ai entendu après, mais il est trop vieux, c'est pas la peine. Si, c'est la peine. Il fallait le juger, il fallait qu'il meure en prison, la prison dans laquelle il faisait torturer les partisans, et dans laquelle les enfants juifs ont été mis avant d'être déportés. Et les journalistes qui sont restés ont fait un travail formidable. Il faut vous rendre hommage. C'est vrai. Vous l'avez fait pour Libération. Et il faut rendre hommage à Laurent Grelzamer qui a fait un travail magnifique. Ladislas de Hoyos, etc. Enfin, il y en a beaucoup. L'AFP, évidemment, est resté. Et des correspondants étrangers. Étrangers allemands. Parce que nous savions, c'était plus qu'une impression, nous savions que ces voix allaient s'éteindre dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et que si ces voix-là, on ne les retenait pas, si ces voix-là, on n'en témoignait pas, à l'heure où des gens doutent, là, c'était la dernière fois où l'on pouvait dire ils sont en face de nous. Mais c'était tellement, imaginez-vous, c'était tellement violent et tellement fort que même une grande dame comme Geneviève Antonios de Gaulle témoigne et s'écroule prise d'une attaque cardiaque sur les marches du palais de justice. Tellement il y avait une violence du témoignage, de l'émotion qui n'a pu avoir lieu que parce que Barbie n'était pas dans le box.
Alors, vous racontez toutes ces scènes, évidemment, et il y a cette scène aussi de ce petit garçon avec un pull tricoté avec Oui. des fils multicolores. On ne sait pas Jacques très bien Benguigui. à Jacques quoi ça Benguigui. renvoie, mais Mais ça ne renvoie à on le rien, voit, ce c'est ça. garçon. Mais c'est Oui. ça, c'est-à-dire que sa maman, Fortunée Benguigui, lui avait cousu, lui avait tricoté un pull. Et ce pull, elle l'avait tricoté avec des chutes de laine. On est en pleine guerre. Et elle est déportée à Auschwitz. Et son enfant, croit-elle, est en sécurité à Isieux. Et ce petit pull, comme elle n'avait pas assez de laine, il y a toute une manche du petit pull qui est grenat. Et un jour, elle croise l'enfant, non pas son fils, mais un enfant dans le camp. Avec ce pull-là. Avec ce pull-là, et elle comprend. Et ce qu'elle nous dit après, ce qui est bouleversant, c'est qu'ensuite, elle nous a dit, comme ça, je crois que mon fils, en fait, c'est Ivan Rebroff, le chanteur. Je l'ai reconnu à la télévision. Et je lui ai écrit, Ivan, je suis ta maman. Je pense qu'il a été sauvé par les Russes. Celui qui a Russes. chanté le violon sur le toit. Et elle dit, je pense qu'il a été sauvé par les Russes, mais il ne m'a jamais répondu. Donc, une mère, en 1987, elle croit que son enfant est encore vivant. Parce que penser qu'il a été tué par les nazis dans un camp, c'est insupportable. Et que son pull tricolore a survécu. Oui, ça. parce que comme elle disait, c'est bouleversant. Vous savez, dans les colonies de vacances, on s'échange souvent les pulls. Il y a une notation qui, évidemment, je n'ai pas ce souvenir-là, mais vous dites que pendant que Klarsfeld, qui est quand même un vieux routier de tout ça, pendant qu'il plaidait, il avait les mains qui tremblaient. Oui, il les mains qui tremblaient, et ça, je l'ai noté tout de suite dans mon journal. Si je dis que ses mains tremblaient, c'est pas un souvenir, parce que je l'ai noté quand il plaidait, et le lendemain, c'était écrit dans Libération. Et ses mains tremblaient, pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas une plaidoirie, mais c'était une sorte de prière, c'était un kaddish magnifique. Il a donné le prénom et le nom de tous les enfants. Il a donné leur âge, les uns après les autres. C'est long, 44 enfants. C'était comme les petites lumières de Yad Vashem. C'était exactement comme ça. Et ces 44 enfants, il a donné les noms, les prénoms, sans effet de manche, sans rien. Et il a lu quelques petites lettres des enfants aux parents, dont une, c'était « Maman, papa, je travaille bien dans la petite classe qui est au premier étage pour qu'un jour vous soyez fiers de moi. » Et là, je peux vous dire qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus mon père, il n'y avait plus Klarsfeld, il n'y avait plus rien. Il y avait juste les enfants qui s'étaient avancés dans la cour et qui nous regardaient. Alors, pendant ce temps, il y a le procès Barbier, pendant ce temps, vous menez votre enquête sur votre père, et vous allez aux archives, et c'est la surprise de ce récit. Vous découvrez quand même que votre père avait été aussi résistant, combattant dans les rangs de FTP. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il a tout fait. C'est un gamin. Moi aujourd'hui, j'ai 69 ans. Et quand je lis le dossier de mon père, j'ai l'impression que je lis le dossier d'un sale gosse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il déserte. C'est-à-dire qu'il déserte de l'armée allemande, il rejoint les maquis du Nord, et d'ailleurs, les maquisards en témoignent. Son chef dit, ce qu'il a fait avant, en gros, je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec mes hommes, il a été formidable. Et il déserte encore. Et chaque fois, il déserte, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, quand j'y pense, c'est un animal, un petit animal pris dans un feu. Il a le sens aigu du sens du vent. Le sens du vent, le sens des flammes, il sait où est le point d'eau, mais il n'a pas l'intelligence de la guerre. Il n'a pas l'intelligence de la politique. À chaque fois, il se sauve, à chaque fois, il déserte, et à chaque fois, il s'en sort. Et ce que je trouve quand même, il y a un coup de chapeau quand même à donner à la justice française, c'est que il aurait pu être pendu à un arbre, il aurait pu être juste tué, fusillé dans une cour. Non, il y a une longue enquête, gendarmes, policiers, enquête, interrogatoire, contre-interrogatoire, commission rogatoire. Il y a un gamin de 22 ans, eh ben on veut être sûr quand même, après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a peut-être fait, après la guerre, après ses souffrances, on veut être sûr qu'il est totalement coupable et qu'il n'a aucune circonstance atténuante. Ils y en ont trouvé. C'est pour ça que je suis là en face de vous aujourd'hui. Autrement, la fin de mon père aurait signifié ma fin. Et puis surtout, il n'a jamais voulu en parler avec vous. Jamais. Quoi. Il m'a menti. Jamais voulu s'expliquer. Jamais. Il m'a toujours menti, c'est-à-dire qu'il part croyant m'éblouir
avec l'histoire de la Waffen-SS, en fait, il aveugle tout le monde, il éblouit personne. Et votre mère n'est pas plus à même de débrouiller ce truc que vous. Non, c'est une martyre. Moi, j'étais enfant battu, elle était femme battue. On baissait les yeux et on faisait attention. Il faut vous imaginer un labyrinthe et au milieu, le Minotaure. Mon père, c'était le Minotaure. Et le Minotaure qui s'inventait plein de métiers et qui s'est inventé une guerre jusqu'à la fin. Et moi, ce qui me bouleverse dans cette histoire, c'est que en fait, c'est un rendez-vous manqué avec un père. J'ai manqué mon père, et pour l'éternité, ben, je suis un enfant de salaud, mais pour moi, le salaud, c'est pas celui qui a porté l'uniforme allemand, mais c'est celui qui a menti à son fils toute sa vie, qui a porté tous les uniformes du monde, sauf sauf le costume du papa. Alors, on l'a dit, c'est autant un livre sur votre père qu'un livre sur le procès Barbie que vous avez eu envie de revisiter. Et il y a notamment la figure de l'avocat Vergès, qui est une figure, bon, moi je m'en souviens aussi, c'était en même temps celui dont vous disiez à l'instant qu'il pouvait craquer de temps à autre, mais la plupart du temps, c'était quelqu'un de très arrogant. Alors, c'est très compliqué. Lui, il a écrit un livre qui s'appelait L'avocat du diable, parce qu'il se vivait comme l'avocat du diable, mais en même temps, cet avocat-là, lorsqu'il commence sa plaidoirie en disant « je m'incline devant la résistance française », pourquoi est-ce que la salle n'a pas hué ? Parce qu'à 16 ans, il était résistant français. Donc la complexité avec Jacques Vergès, c'est que c'était un excellent avocat qui s'est mis au service de causes totalement indéfendables et qui en jouissait littéralement. Donc moi, en fait, voilà, mon rêve, et je l'écris dans ce livre, mon rêve, c'est qu'il y a eu Jacques Vergès d'un côté, Serge Klarsfeld de l'autre, et c'est tout. Deux hommes levés qui étaient face à face. Parce que ce qui était désastreux souvent, c'est que face à Vergès, il y avait ce qu'il appelait une meute. Et c'était monstrueux. J'aurais préféré que Vergès soit seul face à Klarsfeld. Et à ce moment-là, je pense que Vergès a été absolument terrorisé et écrasé. Merci Sorge Chalandon. Enfant de salaud est paru aux éditions Grasset. Bonne journée à tous.